Imaginez la scène. On est en 1870. Un ado de 16 ans, en pleine fugue, laisse derrière lui une liasse de poèmes. Il ne s'en doute pas une seconde, mais il est en train de poser les toutes premières pierres de ce qui deviendra la poésie moderne. C'est l'histoire de cette petite révolution. C'est une question un peu folle, non? Et pourtant, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. Parce qu'on ne parle pas seulement de jolis vers, on parle de l'histoire d'une véritable force de la nature, incarnée par un jeune homme en pleine révolte. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Des fameux cahiers de Douai. Attention, ce n'est pas un recueil que Rimbaud a voulu et organisé lui-même. Non, c'est bien plus simple et plus chaotique que ça. Ce sont juste 2 paquets de manuscrits qu'il a laissés derrière lui, presque par accident. Pour bien comprendre d'où viennent ces poèmes, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. C'est le chaos, on est en pleine guerre franco-prussienne. Et au milieu de tout ça, on a un adolescent qui fugue, se fait recueillir, repart, et entre-temps, il écrit. Le plus fou, c'est que plus tard, il demandera à cet éditeur, Demeny, de tout jeter au feu. Heureusement pour nous, il n'a pas écouté. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces poèmes? En quoi sont-ils si révolutionnaires? Commençons par la toute première rupture, une manière complètement nouvelle de ressentir le monde. À cette époque, la poésie qui a la cote, c'est celle des Parnassiens. C'est un art très maîtrisé, très formel, presque froid, un peu comme une sculpture de marbre. Eh bien, Rimbaud, lui, il prend le virage à 180 degrés. Il veut une poésie qui vient des tripes, quelque chose de brut, qui ne passe pas par le filtre du cerveau. Et ce passage, il résume tout. Ce qui est génial ici, c'est cette double négation. Ne parlerait pas, ne penserait rien. C'est un acte volontaire. Il met la raison sur pause pour laisser monter quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus direct. La sensation elle-même. Cet amour infini qui vient de sa fusion totale avec la nature. Cette recherche de la sensation pure, elle ne va pas juste l'amener à décrire de jolis paysages, non. Ça va le pousser à lancer une attaque frontale contre les idéaux de son temps. Et pour ça, il va s'en prendre à l'icône ultime de la beauté classique. Et sa cible, c'est elle, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté qui sort majestueusement des eaux. Un thème ultra classique, un cliché qu'on a vu peint et chanté des milliers de fois. Sauf que la Vénus de Rimbaud, elle ne va ressembler à aucune autre. Pour la démolir, il va utiliser une arme littéraire bien spécifique, le contre-blason. Le principe est simple. Au lieu de célébrer chaque partie du corps de la déesse, il va méthodiquement les décrire pour en montrer toute la laideur. C'est une autopsie poétique, en quelque sorte. Et là, on assiste à une véritable déconstruction. Chaque symbole divin est remplacé par son double moche et quotidien. La mer devient un cercueil, le coquillage une vieille baignoire, le corps divin, juste un tas de défauts. Et le bouquet final, c'est cette inscription, Clara Vénus, Vénus la lumineuse, gravée sur ce corps grotesque. L'ironie est totale. Et voilà, le coup de grâce, le dernier vers. Belle hideusement. Cet oxymore, c'est toute sa nouvelle esthétique, en 2 mots. Oui, la beauté peut naître de la laideur, du sordide. C'est une profanation, bien sûr, mais c'est aussi un acte de création. Avec une seule ligne, il vient de dynamiter des siècles et des siècles de tradition poétique. On a vu que Rimbaud s'est provoqué, qu'il a un style bien à lui. Mais que se passe-t-il quand il applique ce talent à un sujet bien réel, à l'horreur de la guerre qui fait rage juste à côté de lui? Le poème s'ouvre sur une image qui a tout de la carte postale. Un trou de verdure, une rivière qui chante. C'est paisible, c'est un vrai petit coin de paradis. Et puis, au milieu de ce décor parfait, un personnage, un jeune soldat. Il a l'air de dormir, complètement abandonné à la tranquillité du lieu. La description est pleine de douceur, c'est presque une image d'innocence. On continue dans l'image de l'innocence. Il sourit. Mais attention, c'est là que se glisse le tout premier indice dérangeant. Il ne sourit pas comme un enfant en pleine forme, non. Il sourit comme un enfant malade. Et là, une petite fissure commence à apparaître dans le tableau. C'est le moment où le doute commence vraiment à s'installer. Rimbaud a passé plusieurs strophes à construire une scène parfaite, et maintenant, tout doucement, il commence à la faire craquer. On sent que quelque chose ne va pas. Et les indices s'accumulent, de plus en plus troublants. Ce soldat a froid, alors qu'on imagine un décor ensoleillé. Les odeurs de la nature ne lui font aucun effet. Et puis cette immobilité, ce tranquille, qui devient de plus en plus suspect dans une nature aussi vivante. Rimbaud est en train de nous guider pas à pas vers une vérité qu'il ne nomme pas encore. Et voilà la chute. Brutale, factuelle, presque chirurgicale. Pas de grand discours contre la guerre, pas de morale, juste une observation, 2 trous rouges. Le secret est révélé, le sommeil c'était la mort. Et le trou de verdure du début résonne maintenant terriblement avec ces 2 trous dans son corps. C'est un chef-d'œuvre de tension et de retenue.
Alors, au final, quel est l'impact de ces poèmes d'adolescents? Eh bien, c'est une série d'actes de libération, de véritables émancipations qui vont redéfinir les règles du jeu pour toute la poésie à venir. Le concept clé qui résume tout son projet, c'est celui d'émancipation créatrice. C'est l'idée de se libérer pour pouvoir créer. Se libérer de tout, des règles de la poésie, des conventions de la société, des idéaux de beauté, de tout. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces poèmes ne sont pas juste des coups d'éclat isolés. Ils dessinent un programme, une révolution en 3 temps. D'abord, sentir le monde différemment. Ensuite, utiliser ce nouveau regard pour démolir les vieilles idoles. Et enfin, appliquer cette méthode pour révéler la vérité cachée du monde, comme l'horreur de la guerre. C'est la question que nous laisse cet adolescent de 16 ans, sa révolte. Ce n'était pas juste une posture, c'était une recherche fondamentale de liberté, une quête qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer tous ceux qui cherchent à créer quelque chose de nouveau.